90 kilomètres de poussière et de silence, voilà ce qu'était jadis la route de Bogand-Mani, une cicatrice brûlante au cœur du Burkina Faso. Le 12 octobre 2025, un convoi s'y est engagé, 100 camions filant vers l'est, là où même les oiseaux hésitaient à voler, guidés par des blindés marqués de cicatrices. Et si cette traversée n'était pas seulement une opération militaire, mais le souffle d'une nation qu'Ibrahim Traoré voulait arracher à la peur, en rendant la mobilité plus puissante que la terre conquise, car sur cette route maudite, ils n'ont pas trouvé la guerre, ils ont réveillé la respiration d'un pays entier. La route Bogand-Mani n'était pas qu'une ligne sur la carte, c'était une frontière psychologique entre peur et espoir. Pendant des années, chaque convoi qui tentait la traversée disparaissait dans le silence, avalé par les mines et les embuscades. Reprendre cette route signifiait affronter non seulement les insurgés, mais aussi les fantômes du passé. Pourtant, sous le commandement d'Ibrahim Traoré, une doctrine nouvelle vit le jour. Sécuriser la route, c'est sauver la nation. L'idée paraissait folle, protéger la mobilité plutôt que multiplier les garnisons. Mais elle portait une logique implacable. Si les marchés vivent, le pays respire. Ce pari engageait tout. La crédibilité de l'armée, la confiance des civils et la survie économique d'un État meurtri. Au bout de ces 90 kilomètres, il n'y avait pas seulement Mani, il y avait la preuve qu'un territoire pouvait se reconquérir sans s'effondrer. La mission n'était plus une simple opération, elle devenait le test grandeur nature d'un leadership africain capable de transformer la peur en discipline et la discipline en souveraineté. À l'aube du 12 octobre 2025, le désert de Serba se couvrit d'un grondement métallique. Plus de 100 camions alignés formaient une colonne d'acier longue de 9 kilomètres. Le convoi du 19e bataillon d'intervention rapide venait de recevoir l'ordre que beaucoup jugeaient suicidaire, rouvrir la route Bogan-Mani, surnommée la route du silence. Dans l'air sec, les moteurs toussaient, comme s'ils pressentaient la violence à venir. Chaque homme savait qu'un pas de trop pouvait transformer le sable en tombe. Sous la bannière de la doctrine « sécurité par corridor », prônée par Ibrahim Traoré, cette opération n'était pas une simple patrouille. C'était une déclaration d'existence. Elle matérialisait un changement de paradigme dans la stratégie sahélienne. Sécuriser le mouvement, pas seulement le territoire. L'armée burkinabé devait démontrer qu'elle pouvait, seule, rouvrir les artères vitales d'un pays fracturé. Au premier kilomètre, le capitaine Lynx, silhouette tendue et regard d'animal, marchait à pied devant les blindés. Il refusait la distance confortable du poste de commandement. Sa présence dans la poussière valait 1000 ordres radio. Derrière lui, les techniciens vérifiaient chaque virage, chaque tas de pierres suspects. Une mine pouvait réduire la mission à néant. Un seul échec pouvait rallumer le spectre de l'impuissance. Pourtant, le convoi avançait lentement, à 25 km/h. Au-delà de la menace, quelque chose de neuf naissait. Une méthode où discipline et solidarité remplaçaient la peur. Un soldat dira plus tard « Ce jour-là, nous ne roulions pas seulement vers Mani, nous roulions vers nous-mêmes. Ce jour-là, le pays tout entier retint son souffle. Si la route s'ouvrait, alors le Burkina Faso pouvait respirer de nouveau. » Sous le soleil écrasant du midi sahélien, le capitaine Lynx avançait en tête du convoi, son visage couvert de poussière, les yeux plissés par la lumière. Il ne donnait pas d'ordres en criant. Il les murmurait dans la radio, d'une voix si calme qu'elle coupait le tumulte. Ces hommes disaient qu'ils sentaient la route avant de la voir. Quand la première alerte tomba, un amas de pierres suspects, Lynx descendit sans hésiter. Il posa la main sur le sol, observa la disposition des cailloux et comprit. Une mine artisanale dormait là, prête à réveiller l'enfer. 10 minutes plus tard, un petit drone terrestre fit sauter l'engin. L'explosion laissa un cratère fumant. Le convoi, intact, reprit sa marche. Ces premières heures façonnèrent la légende. Un commandant à pied, au milieu des siens, incarnant l'idée d'une armée qui ne se cache plus. Dans les postes de commandement, on répétait la phrase d'Ibrahim Traoré « La souveraineté n'existe que si l'on marche là où l'on meurt ». Elle circulait de talkie-walkie en talkie-walkie, comme un serment collectif. Plus tard, les soldats artsiniens me racontèrent un épisode resté dans toutes les mémoires. Un camion civil en panne, une famille bloquée. Contre le protocole, Lynx ordonna de les remorquer. « Aucun Burkinabé ne reste derrière », dit-il simplement. «
Ce geste minuscule pesa plus que 100 victoires. Sur la route maudite, l'armée venait de redevenir humaine. Le premier souffle de poussière n'était qu'un avertissement. 10 kilomètres à peine après le départ, la colonne s'immobilisa face à un virage piégé. 2 sapeurs s'avancèrent, genoux dans le sable brûlant, détecteur à la main. Le silence s'épaissit, rompu seulement par le grésillement des radios. Puis un bip, presque imperceptible. Sous la terre, une charge artisanale dormait. L'ordre tomba, désactivation contrôlée. Le drone au sol avança, clignotant dans la chaleur. Une seconde plus tard, la terre s'ouvrit dans un nuage de sable rouge. Personne ne parla. On remit les moteurs en marche. Et le convoi reprit sa lente danse mécanique. Sur les 90 kilomètres de route, 5 engins explosifs furent découverts, désamorcés un à un, chaque fois plus dissimulés. Les soldats apprenaient à reconnaître les pièges du désert comme d'autres lisent un livre. Une empreinte, une ombre, une pierre déplacée. Les jours s'étiraient en une suite de gestes répétés. Avancer, vérifier, respirer. Aucun ne voulait être celui qui relâcherait son attention. La nuit tomba sur le désert de Serba, sans lune. Le campement improvisé se forma autour des camions disposés en cercle. On coupa les phares, on alluma des lampes rouges. Le capitaine Lynx fit sa ronde, silhouette noire entre les blindés. Il parlait peu. « Le silence est notre meilleure arme », dit-il à un jeune soldat tremblant. À l'horizon, une lueur inconnue vacilla. Quelques secondes plus tard, la radio crépita. Mouvement sur la crête nord. Le ciel s'embrasa. Rafales courtes, grenades, éclats. Le convoi se transforma en forteresse mobile. Les ordres claquaient, précis. Flanc gauche, 2 silhouettes. Maintenez l'espacement. Une grenade tomba près d'un camion-citerne. Lynx bondit, saisit un soldat blessé, le tira à couvert. L'explosion fit trembler le sol, soulevant une pluie de feu. Les hommes ripostèrent sans panique, chaque tir accompagné d'un souffle mesuré. 17 minutes de combat, 17 minutes d'enfer contenu. Quand tout cessa, le vent reprit possession du désert. Les assaillants s'étaient évanouis dans la nuit, laissant derrière eux quelques corps jeunes, des recrues locales égarées. Lynx se pencha sur l'un d'eux, retira un brassard délavé. « Ce ne sont pas des ennemis, murmura-t-il, ce sont des avertissements. » Au matin, le convoi repartit, les moteurs rugirent de fatigue. Mais quelque chose avait changé. Les hommes savaient désormais qu'ils pouvaient traverser la peur sans qu'elle les dévore. À chaque kilomètre, le bruit des roues couvrait un peu plus le souvenir du feu. Dans les heures qui suivirent, les premiers villages réapparurent, toits de tôle, puis asséchés, regards méfiants derrière les portes, puis, lentement, les sourires. Des enfants pieds nus coururent au bord de la route, levant les bras. L'un d'eux cria « La route vit !» Les soldats levèrent la main en retour. Pour la première fois, le désert ne paraissait plus infini. Et dans le poste de commandement de Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut le rapport. Il ne sourit pas, mais ses mots furent répétés jusqu'aux avant-postes. Chaque kilomètre repris est une artère qui bat à nouveau. Continuez. Ce soir-là, la route Bogan-Mani n'était plus une ligne de mort. Elle était devenue le premier battement d'un pays qui recommence à respirer. Avant la mission, la route Bogan-Mani était un gouffre statistique. Sur 90 kilomètres, on comptait 0 circulation civile depuis 3 ans, 7 attaques armées signalées par mois et 25 villages abandonnés. Chaque chiffre respirait la peur. Les écoles avaient été fermées, les marchés s'étaient éteints, les postes de santé ne recevaient plus qu'un silence fiévreux. Mais, 2 semaines après le passage du convoi, la courbe s'inversa. Les camions de commerce recommencèrent à circuler. 127 véhicules recensés en 10 jours. Un record pour une zone jadis coupée du monde. Les unités de génie militaire rapportèrent la réouverture de 5 puits et la réparation de 12 km de pistes secondaires. Les communications radio reprirent entre Serba, Dori et Mani. Un simple faisceau hertzien rétabli, mais symbole d'un pays reconnecté. Ces données, compilées dans le rapport hebdomadaire du ministère de la Défense, furent la première preuve tangible que la doctrine de sécurité par corridor fonctionnait. L'équipe d'Ibrahim Traoré fit diffuser un message clair. Ce n'est pas une victoire militaire, c'est une reprise d'oxygène national. Dans les jours suivants, les médias locaux diffusèrent des images inattendues. Des marchés rouvrant sous des tentes de fortune,
des bus civils s'aventurant à nouveau sur la route, et surtout des files d'enfants en uniforme se rendant à l'école. Les analystes notèrent une baisse de 67% des incidents signalés dans le secteur Est, un taux sans précédent depuis 2019. Au-delà des chiffres, c'est la logique même du pays qui se redessina. Les convois de ravitaillement prenaient désormais le rôle d'artère économique. Chaque passage d'un camion-citerne faisait revivre un village. Les habitants disaient « Quand le moteur passe, la peur s'en va ». Le corridor devint une expérience vivante de reconstruction. Un flux contrôlé où sécurité et développement marchaient côte à côte. Des ingénieurs, des médecins, des techniciens civils furent intégrés au convoi suivant, transformant une opération de guerre en plateforme de relance territoriale. Dans un rapport confidentiel, un conseiller militaire résuma « Nous n'avons pas simplement rouvert une route, nous avons rouvert une idée ». À Ouagadougou, le siège de commandement créa un nouveau centre de suivi appelé Pulse Route, chargé de mesurer en temps réel l'activité le long du corridor. Les cartes satellites y affichaient des points verts à chaque convoi, des signaux rouges pour les zones dormantes. Ce système, rudimentaire mais efficace, devint le premier outil de pilotage national conçu sans assistance étrangère. C'était la preuve ultime du changement doctrinal. La souveraineté, désormais, s'exprimait en données, et quand le président Ibrahim Traoré prit la parole à la radio nationale, sa phrase fit le tour du Sahel. Un pays qui mesure sa peur peut la vaincre. Ce soir-là, au-delà des chiffres, le Burkina Faso avait trouvé sa boussole. Quand la doctrine de la sécurité par corridor fut annoncée, beaucoup haussèrent les épaules. Des experts régionaux la jugèrent naïve. Comment protéger un pays entier avec des routes ? Les partisans des méthodes classiques, eux, brandissaient les chiffres. Plus de 45% du territoire hors contrôle étatique, des groupes armés circulant librement entre trois frontières. Ils disaient « Protéger les routes, c'est protéger le vide ». La critique semblait rationnelle, jusqu'à ce que les convois commencent à revenir. Les sceptiques redoutaient un effet de vitrine, quelques succès isolés, vite effacés par la réalité. Mais la route Bogan-Mani démontra l'inverse. Au lieu de disperser les troupes, la concentration de moyens sur un axe vital créait une zone de stabilité mobile. Là où le territoire était trop vaste pour être tenu, le mouvement devenait le rempart. Les insurgés, habitués à frapper puis disparaître, se retrouvèrent d'y face à une armée fluide, imprévisible, qui contrôlait le temps autant que l'espace. Dans les cénacles diplomatiques, certains craignaient que cette approche n'isole le Burkina Faso, qu'un pays défiant les modèles de contre-insurrection occidentaux s'expose à l'isolement stratégique. Mais la réalité du terrain fit taire bien des doutes. Dès la première semaine, des délégations du Mali et du Niger demandèrent à observer la méthode. Le principe d'Ibrahim Traoré, sécurisé pour faire circuler, devenait contagieux. Même des officiers togolais vinrent assister au briefing des unités d'ingénierie. Le modèle n'était plus une curiosité, il devenait une école. Les plus lucides parmi les critiques finirent par admettre une évidence. La doctrine n'avait jamais promis la paix, seulement la mobilité du courage. Et dans un Sahel fragmenté, cette mobilité valait parfois plus qu'un traité. La route Bogan-Mani, jadis symbole d'abandon, était devenue un argument. La nuit avala le désert, silence total, puis un souffle, puis mille. Des ombres se mirent à courir entre les dunes, des éclairs jaillirent du néant. Le convoi fut pris dans un piège mouvant, tirs croisés, mortiers improvisés, grenades qui tombaient comme de la pluie brûlante. Au centre du cercle de feu, le capitaine Lynx resta debout. Il avançait d'un camion à l'autre, touchant les épaules, fixant les regards. Chaque geste disait « Tenez, respirez, visez ». Les radios grésillaient, les ordres passaient d'un souffle à l'autre. Pas de panique, juste le rythme mécanique d'une armée qui refuse la peur. Quand l'aube surgit enfin, les dunes fumaient encore. Les assaillants avaient disparu, ne laissant que des brassards poussiéreux et le silence. Lynx, couvert de cendres, leva les yeux vers l'horizon. Ces hommes étaient vivants, tous. Et à Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut le message codé. Mission maintenue, aucune perte. Il répondit d'une phrase devenue célèbre. Alors, la route respire encore. Cette nuit-là, dans l'obscurité du Sahel, un pays comprit qu'il venait de franchir sa ligne de non-retour.
Quand le convoi atteignit Mani, le Burkina Faso entier sembla reprendre son souffle. La radio nationale transmit les premières images. Des soldats épuisés, couverts de poussière, mais debout au milieu des enfants qui agitaient des chiffons en guise de drapeau. Les écoles rouvrirent dès la semaine suivante. Des dizaines de villages reprirent contact avec les autorités locales après 4 ans de silence. Dans les journaux, on parlait d'une renaissance nationale par la route. Pour la première fois depuis longtemps, la victoire ne venait pas d'une annonce officielle, mais d'un fait concret. La route vivait. Les chiffres suivirent. Le ministère du Commerce annonça une hausse de 38% des échanges interprovinciaux dans le mois suivant l'opération. Les camions de carburant atteignaient désormais Serba sans escorte étrangère. Les marchés, jadis réduits à quelques stands, se remplirent à nouveau. Un agriculteur déclara à la radio « Avant, vendre un sac de mil, c'était risquer sa vie. Aujourd'hui, c'est nourrir son pays. » La doctrine d'Ibrahim Traoré, souvent présentée comme un pari idéaliste, devint un catalyseur économique tangible. Plus la route restait ouverte, plus la monnaie circulait, plus la confiance revenait. La présence de l'État s'incarna dans des gestes simples. Un puits réparé, une clinique rouverte, un enseignant de retour. L'armée transportait désormais non seulement des armes, mais des médicaments et des cahiers. Cette hybridation entre logistique militaire et secours civil redonna au mot « soldat » un sens oublié, celui de protecteur. Des campagnes de vaccination purent reprendre grâce au convoi. Et dans la province de l'Est, la mortalité infantile chuta de 12% en 2 mois. Un chiffre modeste mais symbolique, le signe que la paix redevenait mesurable. Au-delà des frontières, l'écho fut immense. Le Mali, le Niger et le Togo envoyèrent des délégations pour étudier le modèle. Les analystes africains y virent la naissance d'une stratégie endogène de stabilité. La presse internationale, longtemps silencieuse, reconnut la singularité du cas burkinabé, un État reprenant le contrôle sans dépendre d'armées étrangères. Un éditorial de Bamako résuma « Traoré n'a pas conquis la route, il a conquis la narration ». Ainsi, en moins d'1 mois, un couloir de sable devint le symbole d'un pays qui se reconstruit par lui-même. Et dans chaque village où passait le convoi, une phrase peinte sur les murs rappelait la leçon. Quand la route respire, la nation vit. Si la route Bogan-Mani reste sécurisée pendant 1 an, elle deviendra la matrice d'une nouvelle administration territoriale. Les convois réguliers transformeront le corridor en épine dorsale de la logistique nationale. Les villages frontaliers bénéficieront d'un effet d'aspiration économique. Micro-entreprises, circuits de marché, programmes civilo-militaires. La carte du Burkina Faso changerait discrètement, dessinant non plus des zones rouges d'insécurité, mais des bandes vertes de vie. Dans ce scénario, le modèle de sécurité par corridor se stabiliserait comme doctrine d'État durable. Si les efforts conjoints du Mali, du Niger et du Togo se concrétisent, l'idée née à Bogan-Mani pourrait devenir un cadre de coopération transfrontalière. Déjà, des officiers maliens parlent d'un corridor Bamako-Kidal, inspiré du prototype burkinabé. Ce serait l'avènement d'un Sahel des routes protégées, où la mobilité remplacerait la garnison statique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'Afrique de l'Ouest tiendrait enfin une doctrine forgée par elle-même. Maîtriser l'espace non par la possession, mais par la circulation. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso deviendrait un pôle de formation militaire et logistique pour ses voisins. Une renaissance collective portée par le mouvement. Si la vigilance faiblit, les groupes armés pourraient s'adapter, frapper les zones secondaires ou miner les routes parallèles. La peur, revenue par fragments, étoufferait l'espoir encore fragile. Une défaillance du commandement local, un relâchement de la coordination civile et la route redeviendrait un piège. Le peuple, une fois encore, se refermerait derrière ces murs invisibles. Mais entre ces 3 avenirs, un point commun demeure. La doctrine d'Ibrahim Traoré a introduit une variable nouvelle, la mobilité stratégique comme mesure de souveraineté. Tant que les routes bougent, la nation respire. Et dans le Sahel, ce simple principe pourrait valoir autant qu'une armée. Quand les camions du convoi quittèrent Mani, ils laissèrent derrière eux plus que des traces de pneus. Ils laissèrent des voix. Dans les villages, on racontait la nuit du feu comme on raconte une épopée.
Les anciens parlèrent de la route qui a vaincu la peur. Les femmes, premières victimes des années d'enfermement, disaient qu'elles pouvaient à nouveau aller au marché sans attendre un convoi d'ONG. Et les enfants, en traçant dans le sable le dessin d'un camion, disaient simplement « Ils sont venus et le jour est revenu ». À travers les provinces, la phrase d'Ibrahim Traoré résonnait sur les ondes locales. Un pays se relève d'abord par ses routes. Ce n'était plus une formule politique. C'était devenu un proverbe populaire. Les musiciens de rue improvisaient des chansons en mouré et en dioula. Des rappeurs de Ouagadougou en firent un refrain patriotique. L'armée n'était plus seulement une force armée. Elle redevenait un miroir de la population. Chaque soldat croisé dans un marché recevait des salutations, des offrandes, des sourires timides, signe d'une confiance retrouvée. Un vieux maître d'école, revenu dans son poste à Serba, déclara à la radio « Nous avons perdu des années, mais pas notre dignité ». Cette phrase fit le tour du pays comme une onde douce après la tempête. La reconstruction ne tenait plus à la seule sécurité, mais à un sentiment d'appartenance partagée. L'idée que la nation, enfin, se reconnaissait dans ses propres pas. Et dans ces pas, sur ces routes rouvertes, on lisait l'écriture d'un peuple qui, sans armes ni slogans, venait de regagner son nom. Le succès du corridor Bogand-Mani ne pouvait pas rester un événement isolé. Pour en faire un modèle, il fallait une méthode, une chronologie, une volonté. Dès novembre 2025, Ibrahim Traoré lança un plan en 5 étapes destiné à convertir une victoire tactique en transformation structurelle. D'abord, il fallait cartographier. Les ingénieurs militaires, épaulés par les universités de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, recensèrent toutes les routes critiques du pays. 1256 km de couloirs économiques à sécuriser. Ensuite, il fallait former. Une école de logistique et de résilience fut créée dans la capitale, accueillant déjà plus de 300 stagiaires venus du Mali et du Togo. Objectif : enseigner une guerre de mouvement où chaque camion est un poste de souveraineté. Puis, il fallait synchroniser. Un centre national de coordination civilo-militaire vit le jour pour unifier armée, administration et ONG. Chaque convoi devient un laboratoire ambulant de services publics. Médecins, enseignants, techniciens y travaillent ensemble. Il fallait aussi évaluer. Le système Pulse Route installa des capteurs numériques et des points de communication radio permettant de mesurer en temps réel les zones actives et les points morts du territoire. Enfin, il fallait répliquer. Les données collectées servent à ouvrir d'autres corridors, Fada, Dori, Titao et jusqu'aux frontières maliennes. L'objectif est clair, que chaque région dispose d'au moins un axe vivant d'ici 2026. Cette feuille de route, simple mais mesurable, incarne la doctrine du président Ibrahim Traoré. 1 kilomètre sécurisé est un citoyen sauvé. Et dans le Sahel, cette équation vaut toutes les théories. Près du village de Mani, il y avait un vieux puits. Asséché depuis des années, son cercle de pierre servait de repère aux enfants. Un souvenir d'eau dans un monde de poussière. Quand le convoi atteignit la place du marché, le capitaine Lynx s'arrêta devant lui sans dire un mot. 2 ingénieurs descendirent, sortirent leurs outils, et en moins d'1 heure, l'eau remonta, froide, claire, presque irréelle. Les habitants restèrent muets, puis éclatèrent en applaudissements, en chants, en larmes. Une femme dit « L'eau est revenue avec la route ». L'image fit le tour du pays. Dans les journaux, on parla du puits de la dignité. Pour beaucoup, c'était là le vrai symbole de la doctrine d'Ibrahim Traoré. Rendre à la vie quotidienne ce que la guerre avait arraché. Le puits devint un lieu de passage. Les soldats y revenaient pour boire, les enfants pour jouer, les anciens pour raconter. Il rappelait que la victoire n'était pas dans les discours, mais dans les gestes simples. Ce soir-là, alors que le soleil tombait sur la plaine, Lynx murmura « Tant qu'il y aura de l'eau, la route vivra ». La route Bogan-Mani n'est plus seulement un corridor, c'est un miroir. Dans son bitume fissuré se reflète le visage d'un peuple qui a traversé la peur et en a fait un outil. Chaque camion, chaque pas, chaque chant entendu sur ce ruban de terre raconte la même chose. La souveraineté ne se déclare pas, elle se construit. Sous le vent du soir, les drapeaux accrochés aux antennes de fortune battent comme des chœurs.
Les habitants savent que la paix n'est pas éternelle, mais ils savent aussi que l'abandon n'est plus une option. Et dans les rues de Mani, les enfants apprennent une nouvelle phrase à l'école. Quand la route respire, nous existons. Au palais de Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe les cartes du pays, ses doigts suivant les axes rouges qui deviennent verts. Il ne parle pas de miracle, mais de travail, de foi et de continuité. Et tandis que les moteurs redémarrent vers l'horizon, une question reste suspendue, adressée à tout un continent. Et si chaque route d'Afrique redevenait une promesse?